Mes propres enfants m'ont empêché de faire mes adieux à mon mari lors de ses funérailles. Une semaine plus tard, lorsque je suis arrivée pour la lecture du testament, Bastien m'a regardée avec mépris et a dit « Cette réunion est réservée aux héritiers désignés dans le testament. » Sa femme, Sophie, souriait narquoisement à côté de lui. Rémi a hoché la tête depuis son fauteuil, tandis que Camille murmurait quelque chose à l'oreille de son mari. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti un dossier de mon sac et l'ai tendu à l'avocat en silence. Quand il l'a ouvert, mes enfants sont devenus livides, comme s'ils avaient sous et vu un fantôme. Mon nom, Élise, figurait sur chaque page comme unique héritière. Je suis une femme de 67 ans qui vient de découvrir que ses propres enfants sont capables de la trahir de la manière la plus cruelle qui soit. Je pensais connaître Bastien et Rémi. Je les ai élevés avec amour. Je les ai éduqués. J'ai sacrifié mes propres rêves pour leur donner tout ce dont ils avaient besoin. J'ai travaillé jour et nuit pour maintenir cette famille à flot après que leur père a perdu son emploi alors qu'ils étaient adolescents. Mais le jour des funérailles de mon mari, l'homme qui avait été leur père pendant 42 ans, ils m'ont traitée comme une étrangère, comme si je n'avais pas le droit d'être là, comme si 45 ans de mariage ne signifiaient rien. Bastien m'a repoussé du cercueil quand j'ai essayé de lui dire au revoir une dernière fois. « Tu as eu ton moment, maman », m'a-t-il dit froidement. Rémi ne m'a même pas regardé quand les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Leurs épouses, Sophie et Camille, se sont comportées encore plus mal. Sophie est allée jusqu'à me dire que je faisais une scène inutile lorsque je me suis effondrée en voyant le visage serein de mon mari. Camille a simplement haussé les épaules et a marmonné « Les drames familiaux ne sont pas appropriés à un enterrement. » Comme si ma douleur était un spectacle. Comme si perdre l'amour de ma vie n'était qu'un caprice émotionnel. Ce soir-là, je suis rentrée dans ma maison vide, avec le sentiment d'avoir perdu non seulement mon mari, mais aussi mes enfants. Mais il y avait quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose que mon mari et moi avions planifié en secret durant ses derniers mois de vie, quand il sentait déjà que sa maladie l'emporterait bientôt. Mon mari avait fait 2 testaments. Un faux, qu'il avait laissé visible sur son bureau à Lyon, où il partageait tout entre Bastien et Rémi, et un vrai conservé dans un coffre-fort que seul moi connaissais, où il me laissait tout. Il avait remarqué les changements chez nos fils, bien avant moi. Il avait vu comment ils me traitaient avec de moins en moins de respect chaque année. Il avait surpris leur conversation sur l'héritage quand ils pensaient que nous n'étions pas à proximité. « Élise », m'a-t-il dit un soir, alors qu'il prenait ses médicaments. « Nos fils ont changé. Ce ne sont plus les garçons que nous avons élevés avec tant d'amour. Ils sont devenus ambitieux et cruels. Ce testament est pour te protéger quand je ne serai plus là. » Je n'ai pas voulu le croire à l'époque. Je pensais qu'il était trop dur avec eux. Comme je me trompais. La semaine après les funérailles a été une véritable montagne russe émotionnelle. Bastien m'a appelé une seule fois pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Mais son ton était si froid et formel que j'ai su qu'il ne faisait que remplir une obligation sociale. Rémi n'a même pas pris la peine de me contacter. Leurs femmes, bien sûr, ont complètement disparu de ma vie, comme si elles n'avaient jamais fait partie de cette famille. Quand j'ai reçu l'appel de l'avocat pour la lecture du testament, mon cœur s'est emballé. Je savais que l'heure de vérité était arrivée. Je savais que mes fils allaient avoir la surprise de leur vie. Mais je savais aussi qu'une fois que je révélerais le vrai testament, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La relation avec eux serait brisée pour toujours. Je me suis habillée de mon plus beau tailleur noir, le même que j'avais porté pour rencontrer les parents de mon mari des décennies auparavant. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je voulais avoir l'air digne, forte, imposante. Je voulais que mes fils se souviennent de ce moment pour le reste de leur vie. Je suis arrivée au cabinet de l'avocat 5 minutes avant l'heure prévue. Bastien et Rémi étaient déjà là avec leurs femmes, riant et parlant à voix basse, comme s'ils étaient à un événement mondain. Quand ils m'ont vu entrer, leurs visages se sont légèrement tendus, mais ils ne se sont pas levés pour me saluer. Sophie m'a toisé de haut en bas, avec dédain. Camille a fait semblant de consulter son téléphone pour éviter mon regard.
Je me suis assise sur la chaise la plus éloignée d'eux, sentant la tension emplir la pièce comme une fumée épaisse. L'avocat, un homme plus âgé nommé Maître Durand, qui était un ami de mon mari depuis des années, m'a jeté un regard compatissant avant de commencer les protocoles juridiques. « Avant de commencer, » a dit Bastien, interrompant l'avocat, « je tiens à préciser que cette réunion est uniquement pour les héritiers mentionnés dans le testament de notre père. » Il m'a regardé droit dans les yeux, en ajoutant « Maman, tu peux rester si tu veux, mais cela ne te concerne pas vraiment. » Rémi a acquiescé avec un sourire qui m'a glacé le sang. Leurs femmes m'ont échangé des regards satisfaits, comme si elles venaient de remporter une bataille. C'est à ce moment-là que j'ai su que mon mari avait eu raison sur tout. Nos fils étaient devenus des étrangers cruels et ambitieux. Il ne restait rien de l'amour et du respect que j'avais espéré d'eux. Ce n'étaient plus mes garçons. C'étaient deux hommes adultes qui voyaient leur propre mère comme un obstacle à leur cupidité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti le dossier de mon sac. Je l'ai posé calmement sur la table sans dire un mot. Maître Durand m'a regardé avec curiosité, mais n'a posé aucune question. Il savait qu'il y avait plus en jeu. Mes fils, en revanche, n'ont même pas remarqué mon geste. Ils étaient trop occupés à calculer mentalement combien d'argent ils allaient recevoir. Nous allons maintenant procéder à la lecture officielle, a annoncé Maître Durand, en ouvrant l'enveloppe que Bastien lui avait remise la semaine précédente. Il a commencé à lire le faux testament d'une voix claire et professionnelle. Moi, en pleine possession de mes facultés mentales, lègue tous mes biens à mes fils, Bastien et Rémi, à parts égales. Sophie a serré la main de son mari avec excitation. Camille a souri largement. Rémi s'est adossé à son fauteuil avec satisfaction. Mais alors, j'ai levé la main. « Excusez-moi, Maître Durand », ai-je dit d'une voix ferme. « Je crois qu'il y a une erreur. Ce n'est pas le testament valide de mon mari. » J'ai poussé le dossier vers lui. « Voici le vrai document, certifié et signé devant notaire, juste 3 mois avant son décès. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Maître Durand a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Ses yeux se déplaçaient rapidement d'un côté à l'autre, en lisant les premières lignes. Bastien s'est redressé brusquement sur sa chaise. « De quoi parles-tu, maman ? Ce testament que nous venons de lire est officiel. Papa nous l'a montré personnellement. Votre père vous a montré ce qu'il voulait que vous voyiez. » Ai-je répondu sans perdre mon sang-froid. Mais le testament légal et contraignant est celui-ci, celui qui est entre mes mains depuis le jour de sa mort. Maître Durand continuait de lire, son visage devenant de plus en plus pâle. Rémi s'est approché du bureau, essayant de voir les documents par-dessus l'épaule de l'avocat. « Madame Élise, » a finalement dit Maître Durand, « ce testament est dûment certifié et daté. Il est postérieur à l'autre document. Par conséquent, il annule toutes les dispositions antérieures. » Il s'est éclairci la gorge avant de continuer. « Selon ce document, vous héritez de l'intégralité des biens de votre mari. La maison, les comptes en banque, les investissements, l'assurance vie, tout est à votre nom. » La réaction fut immédiate et explosive. Bastien s'est levé si violemment que sa chaise est tombée en arrière. « C'est impossible! Papa n'aurait jamais fait une chose pareille. Tu l'as manipulé dans ces derniers jours. » Sophie a crié quelque chose à propos d'influence indue et d'abus de faiblesse sur un homme malade. Rémi était paralysé, la bouche ouverte, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. Camille a été la première à retrouver son sang-froid, mais sa voix tremblait de rage quand elle a parlé. « C'est une arnaque. Une femme de votre âge ne sait pas comment gérer autant d'argent. Vous allez tout dilapider et nous laisser sans rien. » Son commentaire sur mon âge était comme une gifle en plein visage, comme si mes 67 ans me rendaient automatiquement mentalement incompétente. « Une arnaque ?» ai-je répété, en me levant lentement de ma chaise. « Vous voulez parler d'arnaque ? Vous voulez parler de manipuler une personne âgée ?» Ma voix a commencé à monter pour la première fois de toute la réunion. « Vous avez passé les 2 dernières années de la vie de votre père à lui faire pression pour de l'argent. Bastien, combien de fois es-tu allé le voir pour des prêts que tu n'as jamais remboursés ?
Bastien a rougi mais a maintenu son attitude provocante. « C'est différent. Nous sommes ses fils. Nous avons le droit d'attendre son soutien. » Rémi a hoché la tête vigoureusement. « D'ailleurs, maman, soyons réalistes. Tu as déjà vécu ta vie. Nous avons des familles à soutenir, des prêts immobiliers à payer, des avenirs à construire. » Ces mots m'ont blessée plus que je ne l'aurais cru. « J'ai déjà vécu ma vie, » ai-je murmuré. « C'est ce que vous pensez de moi ? Que je suis une vieille femme inutile qui attend de mourir ?» Des larmes ont commencé à se former dans mes yeux, mais je les ai retenues. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. Sophie s'est approchée de moi avec une fausse compassion. « Élise, personne ne dit que vous êtes inutile. Mais vous devez admettre que gérer un si gros héritage est compliqué. Nous pouvons vous aider. Nous pouvons gérer l'argent pour vous. » Son sourire était doux, mais ses yeux brillaient d'une pure cupidité. « Comme vous avez géré l'argent que je vous ai prêté l'année dernière pour l'entreprise de Rémi, » ai-je demandé. « L'argent que vous n'avez jamais remboursé. L'argent que vous avez dépensé pour des vacances en Italie pendant que je mangeais de la soupe en conserve pour économiser. » Rémi a baissé les yeux mais n'a rien nié. Son silence était un aveu. Maître Durand s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Madame Élise, si vous me permettez de continuer la lecture du testament, il y a quelques dispositions supplémentaires que je dois mentionner. » Je me suis rassise, essuyant discrètement les larmes qui avaient réussi à s'échapper. Mes fils sont restés debout, comme si s'asseoir serait un aveu de défaite. « Votre mari a également laissé une lettre personnelle qui vous est adressée, » a poursuivi l'avocat, et une déclaration expliquant les raisons de cette décision. Il a sorti une enveloppe scellée du dossier et me l'a tendue. Mes mains tremblaient légèrement en la prenant. C'était l'écriture de mon mari, mon nom écrit avec l'affection de 4 décennies passées ensemble. Bastien a essayé de m'arracher la lettre. Si ça concerne la famille, nous avons le droit de l'entendre. « Cette lettre est pour moi, » ai-je dit fermement en la retirant. « Votre père a été très clair à ce sujet. » J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Et d'une certaine manière, c'en était un. « Ma très chère Élise, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que nos fils ont montré leur vraie nature. Depuis des mois, je regarde comment ils te traitent avec mépris et condescendance. J'ai vu comment ils planifient notre avenir sans te prendre en considération. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. » J'ai levé les yeux vers Bastien et Rémi. Leurs visages reflétaient un mélange de panique et de fureur. Ils savaient que quoi que dise cette lettre, cela ne leur serait pas favorable. J'ai continué à lire en silence, mais Sophie n'a pas pu se contenir. « Lisez-la à voix haute. Si nous devons être déshérités, nous avons au moins le droit de savoir pourquoi. » Sa voix était stridente, désespérée. Camille l'a immédiatement soutenue. « C'est vrai, nous méritons une explication. » J'ai regardé Maître Durand, qui a légèrement hoché la tête. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire les mots de mon défunt mari à voix haute. « Depuis des mois, je regarde comment il te traite avec mépris et condescendance. Bastien te parle comme si tu étais une domestique. Rémi agit comme si tes opinions n'avaient aucune valeur. Leurs femmes te voient comme une nuisance qu'elles doivent tolérer. »« Ce n'est pas vrai, » a interrompu Rémi. « Nous te respectons, maman. » Mais sa protestation sonnait faux, même pour lui-même. J'ai continué à lire sans lui prêter attention. J'ai décidé de tout te laisser parce que tu es la seule personne dans cette famille qui mérite ma confiance et mon respect. J'ai continué à lire la lettre de mon mari. Nos fils ont oublié les valeurs que nous leur avons enseignées. Ils ont oublié le sacrifice que tu as fait pour eux toutes ces années. Ils ne t'aiment que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de toi. Bastien a frappé du poing sur la table. « C'est de la manipulation. Papa était malade, confus par les médicaments. » Mais je connaissais la vérité. Mon mari avait été lucide jusqu'à la toute fin. Plus lucide que nos fils ne pouvaient l'imaginer. Il avait vu ce que j'avais refusé de voir pendant des années. « Votre père a écrit cette lettre 3 jours avant de mourir, » ai-je dit en refermant l'enveloppe. Il était parfaitement conscient.
En fait, il m'a demandé de la lire devant vous si jamais vous remettiez en question ses décisions. J'ai rangé la lettre dans mon sac, comme si c'était la chose la plus précieuse que je possédais. Et peut-être que c'était le cas. Maître Durand s'est de nouveau éclairci la gorge. Il y a une autre disposition dans le testament que je dois lire. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Le défunt précise que si l'un de ses fils tente de contester ce testament ou de remettre en question la capacité mentale de sa femme à gérer l'héritage, il perdra automatiquement tout droit de recevoir la petite allocation mensuelle qu'il leur a laissée. « Petite allocation ?» a demandé Camille, sa voix à peine audible. « Il nous a laissé quelque chose après tout ?» L'avocat a hoché la tête et a consulté ses documents. « Il vous a laissé 500 € par mois chacun pendant 2 ans, à condition que vous traitiez votre mère avec respect et que vous n'interfériez pas dans ses décisions financières. 500 €. Après une vie à attendre un héritage millionnaire, c'est ce qu'il recevrait. » Sophie a éclaté de rire. Mais c'était un rire hystérique, désespéré. 500 €? C'est ce que nous valons pour lui? Pour vous? Elle a pointé un doigt accusateur vers moi, comme si j'étais responsable des décisions de mon mari. Vous valez exactement ce que vous avez montré que vous valez, ai-je répondu calmement. Pendant des années, je vous ai regardé traiter votre père comme un distributeur de billets. Je vous ai vu attendre avec impatience sa mort pour pouvoir hériter. Pensez-vous qu'il n'a pas remarqué vos regards quand il parlait d'aller chez le médecin? Pensez-vous qu'il n'a pas entendu vos conversations sur le temps qu'il lui restait? Rémi s'est affalé sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient pas perdu. « Maman, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons parler en famille. » Sa voix sonnait différemment maintenant, presque suppliante. Mais il était trop tard pour les « s'il te plaît ». « En famille », ai-je dit. « Quand m'avez-vous traité en famille pour la dernière fois? Quand m'avez-vous invité à dîner sans me demander d'abord de l'argent? Quand Sophie m'a-t-elle parlé pour la dernière fois sans ce ton condescendant qu'elle emploie avec moi? » Sophie a ouvert la bouche pour protester, mais l'a refermée aussitôt. Elle savait que j'avais raison. Bastien a tenté une autre approche. « D'accord, nous admettons que nous avons fait des erreurs. Mais tu es notre mère. Le sang est plus épais que n'importe quel ressentiment. Nous pouvons recommencer. » Il s'est approché de moi, les bras ouverts, comme pour me serrer dans ses bras. J'ai reculé instinctivement. « Recommencer ?» ai-je murmuré. « Comme nous avons recommencé après que tu m'as dit que j'étais un fardeau quand ton père a perdu son travail? Comme nous avons recommencé après que Rémi m'a dit que je devrais aller dans une maison de retraite pour ne pas vous déranger? Comme nous avons recommencé après que vos femmes m'ont dit que mes conseils n'étaient plus nécessaires, parce que j'appartiens à une autre génération? » Chaque question était comme une gifle pour eux. Je pouvais voir sur leur visage qu'ils se souvenaient de chaque incident, de chaque moment cruel qu'ils pensaient que j'avais oublié. Mais je me souvenais de tout, de chaque offense, de chaque commentaire blessant, de chaque fois qu'ils m'avaient trop fait sentir invisible dans ma propre famille. Camille s'est levée brusquement. « C'est ridicule. Une femme de votre âge ne peut pas gérer autant d'argent seule. Vous allez être victime d'escrocs. Vous allez prendre de mauvaises décisions financières. Vous avez besoin de notre aide. » Son inquiétude sonnait fausse, calculée. C'était le dernier recours de quelqu'un qui voit une fortune lui échapper. « Mon âge encore, » ai-je dit en me levant aussi. « Vous savez quoi? Vous avez raison. Je suis une femme âgée. Mais je suis aussi une femme qui a travaillé pendant 40 ans, qui a géré un foyer, qui a élevé 2 enfants, qui a soigné un mari malade. Si j'ai pu faire tout ça, je pense que je peux gérer un compte en banque. » Maître Durand a commencé à rassembler les documents, signe que la réunion était officiellement terminée. « Madame Élise, j'aurai besoin que vous veniez demain pour signer quelques papiers et transférer les comptes à votre nom. Le processus devrait être terminé d'ici 1 semaine. » Mes fils ont échangé des regards désespérés. Ils savaient que leur dernière chance s'envolait. Bastien s'est approché une fois de plus, cette fois avec des larmes aux yeux. « Maman, s'il te plaît, nous sommes ta famille, ta seule famille. Vas-tu vraiment nous abandonner pour de l'argent? » Ces larmes auraient pu fonctionner avant.
Elles auraient pu attendrir mon cœur si je les avais vues, il y a 1 an, 1 mois, même 1 semaine. Mais après les funérailles, après la façon dont ils m'ont traitée au moment le plus douloureux de ma vie, ces larmes sont arrivées trop tard. « Vous abandonnez pour de l'argent ?» ai-je dit. « C'est vous qui avez parlé d'argent en premier. C'est vous qui m'avez traité comme si je n'étais qu'un obstacle à votre héritage. Je ne fais que protéger ce que votre père voulait que je protège. Ma dignité. » Rémi s'est également approché, me flanquant avec son frère. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de peur. C'étaient 2 hommes grands, et je n'étais qu'une femme âgée. Mais Maître Durand était toujours là, témoin de tout ce qui se passait. Il n'oserait rien faire de physique. « Écoute-nous, » a dit Rémi d'une voix rauque. « Nous pouvons trouver un accord. Nous ne voulons pas tout l'argent. Nous voulons juste notre juste part. Nous sommes ses fils. Nous avons travaillé dur toute notre vie en attendant ce moment. » Sa confession était plus honnête qu'il ne le voulait. Elle confirmait que toute leur relation avec moi avait été un investissement à long terme. « Votre juste part ?» ai-je demandé. « Quelle est la juste part pour une mère qui vous a tout donné et a reçu du mépris en retour? Quelle est la juste part pour une femme qui a sacrifié ses propres rêves pour assurer les vôtres ?» Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai gardé mon sang-froid. Sophie, qui était restée silencieuse ces dernières minutes, a finalement explosé. « Vous êtes une vieille femme égoïste et vengeresse. Cet argent devrait être pour les générations futures, pas pour que vous le gaspilliez dans vos caprices séniles. » Ces paroles étaient du pur venin, destinées à me blesser au plus profond de moi. Mais cette fois, au lieu de me faire mal, ces insultes m'ont renforcée. Elles m'ont rappelé pourquoi mon mari avait pris cette décision. Elles m'ont rappelé pourquoi je devais rester ferme. « Merci, Sophie », ai-je dit avec un sourire triste. « Vous venez de prouver exactement pourquoi votre mari n'héritera pas d'1 centime de plus que ce que son père a décidé de lui donner. » Je suis sortie du cabinet de l'avocat la tête haute. Mais à l'intérieur, tout mon corps tremblait. 45 ans de mariage, 38 ans de maternité. Et tout s'était terminé dans cette pièce pleine de cris et de récriminations. Mes fils m'ont suivi dans la rue, leur voix se mêlant en un chœur désespéré de supplications. « Maman, ça ne peut pas finir comme ça !» a crié Bastien, alors que je me dirigeais vers ma voiture. « Nous allons contester ce testament. Nous allons prouver que papa n'était pas dans son état normal. » Sophie le soutenait de derrière, promettant qu'il prendrait les meilleurs avocats du pays. Rémi est resté silencieux, mais son silence était plus menaçant que les cris de son frère. Je me suis arrêtée près de ma voiture et je me suis retournée pour leur faire face une dernière fois. « Faites-le !» ai-je dit d'une voix ferme. « Contestez le testament. Mais rappelez-vous que votre père a été très clair. Toute tentative de remettre en question ses décisions entraînera la perte totale de cette petite allocation mensuelle qu'il vous a laissée. » Camille est devenue blême en entendant cela. 500 € n'étaient pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Cette nuit-là, seule dans ma maison, je me suis permis de pleurer pour la première fois depuis les funérailles. J'ai pleuré pour mon mari, pour la famille que je pensais avoir, pour les années perdues à essayer de gagner l'amour d'enfants qui ne voyaient en moi qu'une source d'argent. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement. J'étais enfin libre de leurs attentes, de leurs demandes constantes, de leur mépris à peine dissimulé. Le lendemain, je suis retournée au bureau de Maître Durand pour finaliser les formalités. Les comptes en banque, les investissements, la maison, tout est officiellement passé à mon nom. Quand j'ai vu les chiffres sur les relevés bancaires, j'ai failli m'évanouir. Mon mari avait été beaucoup plus prudent avec l'argent que je ne l'avais imaginé. Il avait épargné, investi et multiplié nos ressources pendant des décennies. C'était une fortune qui pourrait me faire vivre le reste de ma vie, et plus encore. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui m'a émue, c'était la liberté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais à consulter personne pour mes décisions. Je n'avais pas à justifier mes dépenses, mes projets, mes rêves. Je pouvais faire ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais. Ma première décision a été de déménager. Cette maison était pleine de souvenirs douloureux, de conversations tendues,
de moments où je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. J'ai engagé une agence immobilière et mis la propriété en vente. C'était une grande maison dans un quartier chic. Elle se vendrait rapidement et pour beaucoup d'argent. En attendant, je me suis installée temporairement dans un hôtel de luxe du centre-ville. C'était quelque chose que je ne m'étais jamais permis auparavant. Mais maintenant, je le pouvais. Une chambre avec vue sur le fleuve, un service en chambre, un spa, tout ce que je voulais. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais choyée, soignée, valorisée. C'est dans cet hôtel que j'ai reçu le premier appel désespéré de Bastien. « Maman, nous avons vu la maison sur les sites immobiliers. Vas-tu vraiment vendre la maison familiale ?» Sa voix était brisée, comme s'il avait enfin compris que c'était réel, que ce n'était pas juste un caprice passager de ma part. « Ce n'est pas la maison familiale, » ai-je répondu. « C'est ma maison. Ton père me l'a laissée. Je peux en faire ce que je veux. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'imaginer en train de calculer la valeur de la propriété, combien d'argent il perdait chaque jour qui passait. « Où vas-tu vivre ?» a-t-il finalement demandé. « Tu déménages loin ? Comment allons-nous te voir ?» C'était drôle comme il se souciait maintenant de me voir, alors que pendant des années, il avait trouvé des excuses pour éviter les visites familiales. « Je vais acheter quelque chose de plus petit, » lui ai-je dit. « Quelque chose qui soit vraiment à moi. Un endroit où je peux être heureuse. » Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà vu de magnifiques appartements avec vue sur le fleuve. Je ne lui ai pas dit que j'envisageais de déménager complètement dans une autre ville. Cette information ne le regardait pas. Rémi a appelé le soir même, mais avec une approche différente. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Peut-être que nous avons été trop durs avec toi. Peut-être que nous n'avons pas apprécié tout ce que tu as fait pour nous. » Ces excuses sonnaient répétées, calculées. C'était le frère le plus malin, celui qui comprenait que le miel attire plus de mouches que le vinaigre. « Peut-être, » ai-je dit. « Rémi, vous m'avez traité comme si j'étais invisible pendant des années. Vous m'avez fait sentir comme un fardeau dans ma propre famille. Et maintenant qu'il y a de l'argent en jeu, peut-être que vous avez été trop dur ?» Sa respiration s'est accélérée à l'autre bout du fil. Il savait que je l'avais percé à jour. « Ce n'est pas pour l'argent, » a-t-il menti. « C'est parce que j'ai réalisé que nous pourrions te perdre pour toujours. Tu es notre mère. Nous avons besoin de toi. » Mais je n'avais plus besoin qu'on ait besoin de moi. Pendant des décennies, j'avais vécu pour les autres. J'avais existé pour servir, pour donner, pour sacrifier. Maintenant, je voulais vivre pour moi. Les appels ont continué pendant des jours. Bastien alternait entre les supplications désespérées et les menaces voilées. Rémi maintenait sa stratégie de feindre le repentir. Leurs femmes ont aussi appelé, chacune avec sa propre version d'excuses, qui sonnait, creuse et tardive. Mais j'avais pris une décision. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que l'argent soit important. Il s'agissait de respect, de dignité, du droit de vivre mes dernières années en paix. Il s'agissait de briser un schéma d'abus émotionnel qui avait duré bien trop longtemps. Une semaine après la lecture du testament, alors que je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, regardant le lever du soleil sur le fleuve, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. La maison avait été vendue au-dessus du prix demandé. J'avais maintenant assez d'argent pour acheter ce que je voulais, aller où je voulais, être qui je voulais. Je me suis levée de table et je me suis dirigée vers le balcon. L'air frais a rempli mes poumons. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sincèrement. Mes fils pensaient avoir perdu un héritage. J'avais gagné ma liberté. 3 semaines après la vente de la maison, j'ai emménagé dans un magnifique appartement en bord de mer sur la Côte d'Azur. Il était moderne, lumineux, avec d'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil toute la journée. Le matin, je buvais mon café en regardant les mouettes voler au-dessus des vagues. L'après-midi, je lisais sur ma terrasse pendant que le soleil se couchait sur l'horizon. C'était la vie dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais osé vivre. C'est Nathalie, ma nouvelle voisine, qui m'a parlé du centre commercial de luxe qui venait d'ouvrir près de chez moi. « Vous devriez y aller »,
m'a-t-elle dit lors d'une de nos rencontres fortuites dans le hall. Ils ont des boutiques incroyables et un charmant café au 2e étage. Je n'avais pas fait de shopping pour le plaisir depuis des années. Cela avait toujours été utilitaire, rapide, axé sur les nécessités. J'ai décidé de me faire plaisir. Je me suis habillée d'une élégante robe rouge que j'avais achetée la semaine précédente. J'ai mis mes plus belles chaussures et je suis sortie explorer ma nouvelle vie. Le centre commercial était magnifique, rempli de magasins que je n'avais vus auparavant que dans les magazines. Je me suis arrêtée devant une bijouterie, admirant un collier de perles qui scintillait sous les lumières spéciales. « Puis-je vous aider ?» a demandé la vendeuse avec un sourire professionnel. Elle était jeune, élégante, avec cette attitude serviable que l'on ne voit que dans les boutiques chères. « Je regarde juste », ai-je répondu. Mais elle a insisté pour me montrer plusieurs pièces. Il y avait des boucles d'oreilles en diamant, des bracelets en or, des bagues qui coûtaient plus que le salaire annuel de beaucoup de gens. J'essayais un bracelet particulièrement beau quand j'ai entendu des voix familières près de l'entrée du magasin. Mon cœur s'est emballé avant que mon esprit ne réalise pleinement ce qui se passait. C'était Sophie, qui parlait fort au téléphone avec quelqu'un, se plaignant amèrement des femmes égoïstes qui ne pensent pas à la génération suivante. Je me suis retournée lentement, et je l'ai vue debout près d'une vitrine de montres, gesticulant de façon théâtrale en parlant. Elle portait une robe bon marché, qui essayait d'avoir l'air élégante, mais échouait lamentablement. Ses chaussures étaient usées, et son sac à main, bien que propre, montrait des signes évidents d'usure. Il était clair qu'elle avait des difficultés financières. « Oui, 500 € par mois », disait-elle au téléphone. « Tu te rends compte de la mesquinerie ? Une femme qui a des millions et qui nous donne 500 € comme si nous étions des mendiants. » Elle n'avait pas encore remarqué ma présence. Elle était trop concentrée sur sa conversation amère et ses plaintes sans fin. La vendeuse m'a demandé si je voulais prendre le bracelet. « Oui », ai-je dit sans quitter des yeux Sophie. « Et aussi ces boucles d'oreilles en émeraude que vous m'avez montrées tout à l'heure. » Le prix total était considérable, équivalent à plusieurs mois de salaire moyen. Mais j'ai payé sans ciller. Le son de la transaction, le bip du terminal de paiement, a finalement attiré l'attention de Sophie. Quand elle m'a vue, son visage est passé par plusieurs couleurs différentes. D'abord la surprise, puis l'embarras, et enfin, une colère mal dissimulée. Elle a brusquement mis fin à son appel téléphonique et s'est dirigée vers moi d'un pas déterminé. « Élise », dit-elle d'une voix faussement douce, « quelle surprise de vous trouver ici. »« Bonjour Sophie », ai-je répondu naturellement, comme s'il s'agissait d'une rencontre normale et décontractée. J'étais juste en train de m'offrir quelques cadeaux. C'est incroyable ce qu'une femme peut faire avec son propre argent, n'est-ce pas ? Mon commentaire était délibérément pointu, conçu pour lui rappeler exactement qui était en contrôle maintenant. Ses yeux se sont immédiatement posés sur les sacs de la bijouterie dans mes mains. Je pouvais voir ses calculs mentaux, essayant d'estimer combien j'avais dépensé, combien d'argent je gaspillais dans des luxes qu'elle croyait lui appartenir. « On dirait que vous vous adaptez bien à votre nouvelle situation », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Très bien », ai-je confirmé. « En fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai un magnifique appartement, je rencontre de nouvelles personnes, je profite de choses que je n'aurais jamais cru pouvoir me permettre. » Chaque mot était un rappel de tout ce qu'elle avait perdu, à cause de sa cupidité et de sa cruauté. Sophie a essayé de changer de stratégie. « Vous savez, Élise, nous avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Peut-être que nous avons tous surréagi à cause de la douleur de la perte. Enfin, vous savez, le deuil nous fait dire des choses que nous ne pensons pas vraiment. » Sa performance était pathétique, désespérée, complètement transparente. « Le deuil ?» ai-je dit. « C'est comme ça que vous appelez la façon dont vous m'avez traité pendant les funérailles de mon mari ? C'est le deuil qui vous a empêché de dire au revoir à l'homme que j'ai aimé pendant 45 ans. » Ma voix s'est légèrement élevée, attirant l'attention des autres clients du magasin. La vendeuse s'est approchée discrètement, demandant si tout allait bien. « Parfaitement », l'ai-je assuré. « Juste une conversation familiale.
Ta. Mais Sophie semblait de plus en plus mal à l'aise avec l'attention que nous attirions. Il était évident qu'elle ne voulait pas que des étrangers soient témoins de cette conversation. « Peut-être pourrions-nous parler en privé ?» a-t-elle suggéré, regardant nerveusement les autres clients. « Il y a un café à proximité où nous pourrions nous asseoir et parler comme des gens civilisés. » C'était drôle comme elle voulait maintenant être civilisée, alors que pendant des années, elle avait été tout, sauf ça avec moi. « Je n'ai rien à vous dire en privé, » ai-je répondu fermement. « Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire ici même. » Mon refus l'a visiblement déstabilisée. Elle avait l'habitude de contrôler les situations, de manipuler les conversations à son avantage. Mais maintenant, j'avais le pouvoir. « Très bien, » a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration. « Je voulais m'excuser. Nous voulons tous nous excuser. Nous savons que nous avons été trop durs avec vous, et nous voulons nous rattraper d'une manière ou d'une autre. » Ces excuses arrivaient des mois trop tard, mais j'ai décidé d'entendre ce qu'elle avait à offrir. « Vous rattraper ?» ai-je demandé avec une réelle curiosité. « Comment comptez-vous vous rattraper pour des années de mépris et d'humiliation ? Comment allez-vous vous rattraper pour le fait que vous m'avez traité comme si j'étais invisible dans ma propre famille ?» Sophie a dégluti difficilement. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je sois si directe. « Nous pourrions commencer par vous inclure davantage dans les décisions familiales, » a-t-elle proposé. « Nous pourrions avoir des dîners de famille réguliers, célébrer les anniversaires ensemble, être une vraie famille, à nouveau. » C'était presque comique la façon dont elle pensait que je voudrais à nouveau faire partie de sa version toxique d'une famille. « Une vraie famille !» ai-je répété avec un rire amer. « Sophie, une vraie famille n'exclut pas la matriarche des funérailles du patriarche. Une vraie famille ne traite pas ses aînés comme des fardeaux indésirables. Une vraie famille n'attend pas avec impatience la mort de ses parents pour hériter de leur argent. » Chaque mot était comme une gifle pour elle. Son masque de fausse douceur s'est finalement fissuré. « Très bien, » a-t-elle dit d'une voix tendue. « Peut-être que nous n'étions pas parfaits, mais vous n'étiez pas non plus la mère parfaite. Vous étiez toujours trop contrôlante, trop critique. Vous ne nous avez jamais laissé prendre nos propres décisions. » C'était typique d'elle de retourner la situation et de devenir la victime. « Contrôlante ?» ai-je demandé. « Pour avoir travaillé 2 emplois pour vous soutenir quand votre père a perdu le sien ? Pour avoir sacrifié mes propres rêves pour vous assurer que vous puissiez aller à l'université ? Pour m'être occupée de vous quand vous étiez malade ? Pour vous avoir soutenu à travers chaque crise ? Pour avoir toujours été là chaque fois que vous aviez besoin de moi ? » Sophie est restée sans voix un instant, mais a rapidement retrouvé son attitude défensive. « C'était il y a des années, Élise. Les choses changent, les familles évoluent. Vous ne pouvez pas vous accrocher au passé pour toujours. » C'était incroyable comme elle minimisait des décennies de sacrifices, comme s'il s'agissait de simples anecdotes du passé. « Vous avez raison, » ai-je dit avec un calme qui l'a déconcertée. « Les familles évoluent, et j'ai évolué aussi. J'ai évolué en une femme qui n'accepte plus d'être traitée comme une moins que rien par des gens qui ne la valorisent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. » Mes mots ont résonné dans le silence de la bijouterie. À ce moment, comme si le destin avait orchestré la rencontre parfaite, Bastien est apparu, courant vers nous. De toute évidence, Sophie lui avait envoyé un message en me voyant. Il est arrivé essoufflé, en sueur, avec ce regard désespéré que j'avais appris à reconnaître ces dernières semaines. « Maman » haleta-t-il, essayant de reprendre son souffle. « Dieu merci, nous t'avons trouvé. Nous te cherchions dans toute la ville. » Son entrée théâtrale a attiré encore plus l'attention des autres clients. Une dame âgée avec une canne s'est arrêtée complètement pour regarder le spectacle. « Vous me cherchiez ?» ai-je demandé en feignant la surprise. « Pourquoi suis-je soudainement assez importante pour que vous me cherchiez maintenant ?» Bastien a échangé un regard nerveux avec Sophie. Il était évident qu'ils avaient été planifier cette conversation, mais il ne s'attendait peut-être pas à ce que je sois si directe. « Maman, s'il te plaît !» a plaidé Bastien. « Nous devons parler. Rémi attend au café à l'étage. Nous pouvons régler tout ça en famille. » C'était curieux comme le mot « famille »
revenait sans cesse dans leur bouche, maintenant que l'argent était en jeu. « Rémi est là aussi ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que c'est? Une embuscade familiale ?» Mon ton était léger, presque amusé, mais à l'intérieur je ressentais un mélange de tristesse et de colère. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, ils essayaient encore de me manipuler. « Ce n'est pas une embuscade », a menti Sophie. « Nous voulons juste éclaircir les choses. Nous voulons que vous sachiez que nous regrettons profondément ce qui s'est passé. Nous souffrions, nous étions confus par la perte. Nous ne réfléchissions pas clairement. » Leurs excuses sonnaient fort répétées, comme s'ils avaient pratiqué ce discours plusieurs fois. « Vous savez quoi ?» ai-je dit en ramassant mes sacs de course. « Vous avez raison. Parlons, mais pas en privé. Parlons ici même, où tout le monde peut entendre. » Sophie est devenue blême à cette suggestion. « Allons au café, » a-t-elle insisté. « Ce sera plus confortable. »« Non, » ai-je répondu fermement. « Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire ici. Après tout, vous n'avez eu aucun problème à m'humilier publiquement aux funérailles. Pourquoi voulez-vous de l'intimité maintenant ?» Bastien a regardé autour de lui avec désespoir, remarquant que plusieurs personnes écoutaient notre conversation. « D'accord, » a-t-il soupiré vaincu. « Maman, nous avons discuté entre nous, et nous avons réalisé que nous avions commis de terribles erreurs. Nous avons laissé les émotions négatives prendre le dessus, et nous t'avons profondément blessé. » Sa confession sonnait sincère, mais je connaissais trop bien mes fils. « Quelles émotions négatives exactement ?» ai-je demandé. « Ah, la cupidité? L'impatience que votre père meurt? Le mépris pour moi parce que je suis une femme âgée ?» Chaque question était comme une fléchette, visant directement le cœur de leur véritable motivation. Sophie a essayé d'interrompre, mais je l'ai fait taire d'un regard. « Non, laisse-le parler. Je veux entendre exactement quelles étaient ces émotions négatives qui vous ont poussé à me traiter comme vous l'avez fait. » Bastien s'est agité, mal à l'aise, regrettant clairement d'avoir utilisé cette phrase. « Peut-être que nous avions peur, » a-t-il finalement admis. Peur que les choses changent, peur de perdre la stabilité que nous avions toujours connue. C'était l'explication la plus honnête que j'avais entendue de sa part depuis des années, mais elle était encore pleine d'apitoiement. Peur de perdre la stabilité, ai-je dit. « Bastien, vous êtes des hommes adultes, avec vos propres emplois et familles. Quelle stabilité dépendait de la mort de votre père ?» Ma question l'a laissé sans voix. Il ne pouvait pas admettre que sa stabilité financière dépendait d'un héritage sans avouer sa cupidité. La tension dans la bijouterie était palpable. D'autres clients faisaient semblant d'examiner des bijoux tout en écoutant clairement chaque mot de notre conversation. La vendeuse s'occupait en réarrangeant les présentoirs. Mais il était évident qu'elle était aussi à l'écoute du drame qui se déroulait dans son magasin. « Écoutez, » a finalement dit Sophie. « Peut-être que nous pourrions trouver une sorte d'accord. Nous ne demandons pas tout l'argent, juste une part équitable. Quelque chose qui reconnaît que nous sommes aussi de la famille, que nous avons aussi des droits. » Sa proposition était pathétique dans sa transparence. « Une part équitable ?» ai-je demandé. « Votre père a déjà décidé quelle était votre part équitable. 500 € par mois pendant 2 ans. C'était sa décision consciente et éclairée. » Bastien a grincé des dents en entendant le chiffre mentionné en public. « Mais ce n'est pas assez pour vivre, » a-t-il protesté. « Nous avons des dépenses, des responsabilités, des familles à soutenir. » Sa plainte révélait exactement ce que je soupçonnais. Ils avaient compté sur l'héritage pour résoudre leurs problèmes financiers. « Alors travaillez plus dur, » ai-je répondu simplement. « Faites ce que le reste du monde fait. Travaillez pour gagner votre vie au lieu d'attendre que vos parents meurent pour résoudre vos problèmes financiers. » La dure réalité de mes mots les a frappés comme un seau d'eau froide. À ce moment-là, Rémi est arrivé, clairement envoyé par Sophie lorsqu'elle a réalisé que la conversation ne se déroulait pas selon ses plans. Il tenait Camille par la main, tous deux arborant des expressions étudiées d'inquiétude. C'était comme regarder une pièce de théâtre mal jouée, où tous les acteurs avaient oublié leurs répliques. « Maman, » a dit Rémi d'une voix tremblante, « ils nous ont dit que tu étais là.
Nous étions si inquiets pour toi. » Camille a hoché la tête vigoureusement, feignant une inquiétude qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. C'était presque insultant le peu d'effort qu'il mettait à paraître authentique. « Inquiet ?» ai-je demandé. « Pourquoi ? Parce que je vis enfin ma vie comme je veux la vivre ? Parce que pour la première fois depuis des décennies, je ne suis pas disponible pour résoudre vos problèmes. » Mon ton était calme, mais mes mots coupaient comme des couteaux. « Ce n'est pas ça, » a menti Camille. « C'est juste que... Eh bien, une femme de votre âge, vivant seule, gérant autant d'argent, il y a beaucoup d'escrocs qui profitent des personnes âgées. Sa fausse préoccupation pour mon bien-être était si transparente qu'elle en était comique. « Comme vous avez profité de moi pendant des années ?» ai-je demandé directement. « Comme quand vous demandiez des prêts que vous n'avez jamais remboursés. Comme quand vous vous attendiez à ce que je finance vos dépenses pendant que vous épargnez pour vos propres luxes. » Camille a rougi, sachant que chaque accusation était vraie. Rémi a tenté de prendre le contrôle de la situation. « Maman, peut-être pourrions-nous aller quelque part de plus privé pour parler. Ce n'est pas approprié pour un lieu public. » Mais je savourais chaque instant de leur malaise. Pendant des années, ils m'avaient humiliée, en privé. Il était temps pour eux de connaître la honte publique. « Pas approprié ?» ai-je dit. « Comme il n'était pas approprié que vous me mettiez dehors des funérailles de mon mari ? Comme il n'était pas approprié que vous me disiez que je n'avais pas le droit d'être à la lecture du testament ?» Chaque mot a résonné dans le silence de la bijouterie, où d'autres clients écoutèrent maintenant, ouvertement le drame. Bastien a regardé nerveusement autour de lui, remarquant les visages qui nous observaient. « Les gens écoutent, maman, » a-t-il marmonné. « Tu veux vraiment que des étrangers connaissent nos problèmes de famille ?» Son souci de l'image publique était révélateur. « Des étrangers ?» ai-je demandé à voix haute, m'adressant aux autres clients. « Vous savez quoi ? Ce sont mes fils. Je les ai élevés avec amour. Je leur ai tout donné. J'ai sacrifié mes propres rêves pour eux. Et quand leur père est mort, ils m'ont mise à la porte de ses funérailles parce qu'ils voulaient hériter plus vite. » Les expressions de choc sur les visages des badauds ont été immédiates. « Maman, arrête !» a crié Rémi. Mais il était trop tard. Les autres clients ont commencé à murmurer entre eux, clairement indignés par ce qu'ils venaient d'entendre. Une dame âgée s'est approchée de moi et a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Ma chère, » a-t-elle dit d'une voix douce, « je suis tellement désolée de ce que vous traversez, mais je suis heureuse de voir que vous vous défendez. » Son soutien m'a encore plus renforcée. Pour la première fois depuis des années, des étrangers me montrèrent plus de compassion que ma propre famille. Sophie a tenté de limiter les dégâts. « Il y a des malentendus, » a-t-elle dit en s'adressant au badaud. « Les émotions sont très vives après une perte familiale. » Mais son explication sonnait creux après tout ce qu'ils avaient déjà entendu. « Il n'y a pas de malentendus, » ai-je dit clairement. « Ce sont les faits. Mes fils m'ont mise à la porte des funérailles de mon mari. Ils m'ont exclue de la lecture du testament. Et maintenant qu'ils ont découvert que j'ai tout hérité, ils veulent soudainement redevenir une famille aimante. » L'honnêteté brutale de ma déclaration a laissé tout le monde silencieux. Un jeune couple qui examinait des bagues de fiançailles s'est approché. « Excusez-moi, » a dit l'homme, « mais ce que vous décrivez est terrible. Vos propres fils vous ont vraiment traité comme ça ? » Sa question directe a mis mes fils dans une position impossible. « C'est plus compliqué que ça, » a balbutié Bastien. « Il y a eu des tensions familiales, des malentendus. » Mais ces excuses sonnaient pathétiques face à mon témoignage direct. Rémi a essayé de me prendre le bras pour m'éloigner du public grandissant. « Ne me touche pas, » ai-je dit fermement en m'écartant de lui. « Pendant des années, vous m'avez touché quand ça vous arrangeait. Vous m'avez serré dans vos bras quand vous aviez besoin de quelque chose. Vous m'avez embrassé quand vous vouliez de l'argent. Mais quand j'avais vraiment besoin de vous, au moment le plus douloureux de ma vie, vous m'avez tourné le dos. » Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai gardé mon sang-froid. Camille a fait une dernière tentative désespérée. « Élise, nous faisons tous des erreurs, mais la famille, c'est pour toujours.
Nous pouvons pardonner et aller de l'avant. » Sa plaidoirie était particulièrement hypocrite, venant de quelqu'un qui avait été l'une des plus cruelles avec moi. « La famille, c'est pour toujours ?» ai-je demandé. « Où était cette philosophie quand vous m'avez dit que je n'avais pas le droit de dire au revoir à mon mari? Où était cette loyauté familiale quand vous m'avez traitée comme une étrangère aux funérailles ?» Camille n'avait pas de réponse à cela. La vendeuse de la bijouterie s'est approchée discrètement. « Madame, » a-t-elle dit à voix basse, « si vous avez besoin d'appeler la sécurité ou si vous vous sentez mal à l'aise, je peux vous aider. » Son offre m'a émue. Une étrangère m'offrait plus de protection que mes propres enfants. « Merci, » ai-je répondu. « Mais je peux gérer ça. » Je me suis tournée vers mes fils une dernière fois. « Vous avez 5 minutes pour me dire exactement ce que vous voulez. Après ça, je pars et je ne veux plus vous revoir, sauf si c'est absolument nécessaire. » Mon ultimatum les a pris par surprise. Rémi a pris une profonde inspiration. « Nous voulons une seconde chance, » a-t-il finalement dit. « Nous voulons prouver que nous pouvons être de meilleurs fils, que nous pouvons te traiter avec le respect que tu mérites. » C'était la première fois qu'il admettait qu'il ne m'avait pas respecté. « Une seconde chance, pourquoi? Pour que vous puissiez tout hériter? Pour bien me traiter seulement parce que je suis riche maintenant ?» Ma question est allée droit au cœur de leur véritable motivation. « Ce n'est pas pour l'argent, » a menti Bastien. Mais son mensonge était si évident que même les étrangers présents ont échangé des regards sceptiques. « C'est parce que nous avons réalisé que nous avons besoin de toi, que la famille est la chose la plus importante. Vous avez besoin de moi ?» ai-je répété avec un rire amer. « Vous avez besoin de moi maintenant? Où était ce besoin quand votre père était mourant et que j'avais besoin de soutien émotionnel? Où était-il quand je suis restée seule dans cette immense maison, pleurant chaque nuit sans qu'aucun de vous ne prenne la peine d'appeler? » Ma voix s'est élevée, chargée d'années de douleurs refoulées. Le public qui s'était formé autour de nous a murmuré avec indignation. Une dame âgée s'est approchée et a dit à voix haute « Vous devriez avoir honte. Traiter votre propre mère comme ça, c'est impardonnable. » D'autres voix se sont jointes, créant un chœur de désapprobation qui a visiblement fait grimacer mes fils. Rémi a tenté une dernière stratégie désespérée. Il a sorti son téléphone et a commencé à me montrer des photos. « Regarde, maman, » a-t-il dit d'une voix brisée. « Ce sont tes petits-enfants. Tu leur manques. Ils demandent constamment après leur grand-mère. » Les photos montraient les enfants dans leurs activités scolaires, à des fêtes d'anniversaire, dans des moments familiaux où j'étais visiblement absente. « Mes petits-enfants ?» ai-je demandé en prenant le téléphone pour mieux voir les photos. « Les mêmes petits-enfants qui ne m'ont pas invité à leur dernière fête d'anniversaire parce que ce serait trop compliqué? Les petits-enfants qui ne connaissent même pas mon numéro de téléphone parce que leurs parents ne le leur ont jamais donné. » J'ai rendu le téléphone sans montrer aucune émotion. Camille s'est mise à pleurer, mais ses larmes semblaient plus de frustration que de remords sincères. « Nous ne savions pas comment t'inclure, » a-t-elle sangloté. « Après que papa est tombé malade, tout est devenu si compliqué. Nous ne voulions pas t'embêter avec nos problèmes. » Ses excuses étaient pathétiques, et toutes les personnes présentes pouvaient le voir. « Vous ne vouliez pas m'embêter ?» ai-je demandé, incrédule. « Mais vous vouliez bien m'embêter en demandant constamment des prêts. Vous vouliez bien m'embêter quand vous aviez besoin d'une garde d'enfants gratuite. Vous vouliez bien m'embêter quand vous aviez besoin que je cuisine pour vos fêtes sans me payer. » Chaque exemple que je donnais résonnait d'une vérité douloureuse. Bastien a regardé autour du magasin, remarquant comment les autres clients les regardaient avec un dégoût non dissimulé. « S'il te plaît, maman, » a-t-il murmuré. « Les gens enregistrent avec leur téléphone. Ça pourrait se retrouver sur les réseaux sociaux. » Son souci de l'image publique a révélé ses véritables priorités. « Et ça t'inquiète ?» ai-je demandé. « Tu t'inquiètes que les gens découvrent comment vous traitez votre mère ? Peut-être que tu aurais dû t'en inquiéter avant de m'humilier publiquement aux funérailles. » Ma réponse a suscité des murmures d'approbation de la part des badauds. Une jeune femme qui avait filmé s'est approchée. « Madame, » a-t-elle dit, «
Votre histoire est inspirante. Voir une femme se défendre après tant d'abus, c'est puissant. Cela vous dérangerait-il si je partageais cela sur mes réseaux sociaux? Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre votre message. Ça demande ma prise par surprise. J'ai regardé mes fils qui sont devenus blêmes à la possibilité que leur comportement devienne viral. Allez-y, ai-je dit à la jeune femme. Que le monde entier sache comment ces hommes ont traité la femme qui leur a donné la vie. Sophie s'est presque évanouie en entendant ma permission. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Rémi. « Ça va ruiner nos réputations, nos emplois, nos relations sociales. » Leur panique était délicieuse à regarder. Ils comprenaient enfin les conséquences de leurs actes. « Comme vous avez ruiné ma dignité !» ai-je demandé calmement. « Comme vous avez ruiné les derniers moments que j'aurais pu avoir avec mon mari ? Comme vous avez ruiné mon droit de faire mon deuil en paix ?» Chaque question était un coup direct à leur conscience, s'ils en avaient une. Bastien a fait une dernière tentative désespérée. Il s'est agenouillé sur le sol en marbre de la bijouterie, devant tous les badauds. « Maman, s'il te plaît !» a-t-il plaidé avec des larmes aux yeux. « Pardonne-nous. Nous ferons tout ce qu'il faut pour nous rattraper. Nous travaillerons le reste de notre vie pour mériter ton pardon. » Sa démonstration théâtrale a attiré encore plus l'attention. Mais j'avais pris ma décision bien avant cette rencontre. « Bastien !» ai-je dit d'une voix ferme, mais non cruelle. « Lève-toi. La dignité ne se récupère pas en s'agenouillant quand il est déjà trop tard. Elle se construit en traitant bien les gens quand ça compte encore. » Il s'est lentement relevé, vaincu. « Ya, écoutez-moi attentivement, » ai-je dit en m'adressant à eux quatre une dernière fois. « Votre père a pris la bonne décision dans son testament. Il a vu ce que j'ai refusé de voir pendant des années, que vous ne m'aimiez pas. Vous n'aimiez que ce que je pouvais vous donner. Maintenant que vous connaissez la vérité, nous pouvons arrêter de faire semblant. » Le silence qui a suivi était absolu. J'ai pris mes sacs de course et je me suis dirigée vers la sortie de la bijouterie. Les badauds se sont écartés respectueusement, certains applaudissant discrètement. À la porte, je me suis arrêtée. Et je me suis retournée une dernière fois. « Vous pouvez garder ces 500 € par mois, » ai-je dit. « Vous en aurez plus besoin que moi. » Et sur ces mots, j'ai clos ce chapitre de ma vie pour toujours. 6 mois après cette rencontre dans la bijouterie, ma vie avait complètement changé. J'ai déménagé dans une ville côtière à 3 heures de route où personne ne connaissait mon histoire familiale et où je pouvais simplement être Élise, une femme de 67 ans, qui avait décidé de vivre pour elle-même, pour la première fois depuis des décennies. J'ai acheté une petite mais belle maison, avec vue sur la mer, où chaque matin je prenais mon petit déjeuner sur ma terrasse, en écoutant le bruit des vagues. J'ai adopté un chat roux que j'ai nommé Durand, en l'honneur de l'avocat qui m'a aidé à retrouver ma dignité. Je me suis inscrite à des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. La vidéo de ma confrontation avec mes enfants est devenue virale, comme la jeune femme de la bijouterie l'avait prédit. Des millions de personnes l'ont vue, et les commentaires étaient majoritairement en ma faveur. Des centaines de femmes plus âgées ont partagé leurs propres histoires d'abus familiaux, d'enfants ingrats et d'années perdues à servir des familles qui ne valorisaient pas leurs sacrifices. L'impact sur la réputation de mes fils a été dévastateur. Bastien a perdu son emploi lorsque la vidéo a atteint son patron, qui a déclaré publiquement que son entreprise ne tolérait pas les employés qui maltraitaient fort les personnes âgées. Rémi a dû fermer sa petite entreprise lorsque les clients ont commencé à annuler des contrats après avoir vu comment il traitait sa propre mère. Sophie et Camille ont également subi des conséquences sociales. Leurs groupes d'amis les ont exclus, leurs voisins les évitaient. Et même au supermarché, les gens les reconnaissaient et les montraient du doigt. La honte publique qu'ils avaient tant redoutée s'est matérialisée de la manière la plus douloureuse possible. Ils ont essayé de me contacter plusieurs fois pendant ces mois. Des appels téléphoniques auxquels je n'ai pas répondu, des lettres que j'ai renvoyées sans les ouvrir, des emails que j'ai automatiquement bloqués. Ils sont même allés jusqu'à engager un avocat pour tenter de contester le testament.
Mais comme Maître Durand l'avait prévenu, ils ont automatiquement perdu leur petite allocation mensuelle pour cette tentative. Un après-midi, alors que je peignais un paysage marin dans mon nouvel atelier, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Nathalie, mon ancienne voisine, qui avait conduit 3 heures pour me voir. « Je devais vous le dire », a-t-elle dit avec excitation. « Vos fils se sont présentés à l'immeuble la semaine dernière pour demander votre nouvelle adresse. Que leur avez-vous dit ?» ai-je demandé sans arrêter ma peinture. « Je leur ai dit que je n'avais aucune idée d'où vous étiez », a répondu Nathalie avec un sourire complice. Mais je leur ai aussi dit que s'ils avaient un jour vraiment aimé leur mère, ils la laisseraient à vivre en paix. Sa loyauté m'a profondément émue. Elle m'a dit qu'ils avaient l'air hagard, que Sophie avait vieilli de plusieurs années en quelques mois, que Rémi avait perdu du poids et avait l'air constamment nerveux. La culpabilité les ronge, a observé Nathalie. Mais la perte financière aussi. Apparemment, ils font face à de graves problèmes financiers. Leurs problèmes financiers ne m'ont pas surprise. Pendant des années, ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens, comptant sur un héritage qu'ils croyaient acquis. Maintenant, ils devaient faire face à la réalité de leurs décisions financières, irresponsables, sans le filet de sécurité qu'ils avaient tenu pour acquis. Quelques jours après la visite de Nathalie, en me promenant sur la plage au coucher du soleil, j'ai réfléchi au chemin que j'avais parcouru. J'avais perdu mes fils, mais j'avais gagné ma liberté. J'avais perdu une famille dysfonctionnelle, mais j'avais trouvé la paix intérieure. J'avais perdu des années de bonheur, mais j'avais retrouvé ma dignité. L'argent dont j'ai hérité me permettait de vivre confortablement. Mais la chose la plus précieuse que j'ai gagnée était le respect de moi-même. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mes décisions m'appartenaient. Mon temps m'appartenait. Mon avenir m'appartenait. Je n'avais à justifier mes dépenses, mes projets, mes rêves à personne. J'ai créé une petite fondation pour aider les femmes âgées, confrontées à des abus ou à une négligence familiale. Chaque mois, je donnais une partie de mon héritage pour soutenir des foyers, des programmes d'aide juridique et des services de soutien émotionnel. C'était ma façon de transformer ma douleur en quelque chose de positif pour d'autres femmes, dans des situations similaires. Les nuits calmes, assise sur ma terrasse avec Durand, ronronnant sur mes genoux. Je pensais parfois à mes fils, non pas avec ressentiment, mais avec une tristesse sereine, pour ce que nous aurions pu avoir s'ils avaient pas choisi l'amour plutôt que la cupidité. Mais j'avais appris que je ne pouvais pas changer les autres. Je ne pouvais que changer la façon dont je leur répondais. Une nuit, alors que je regardais les étoiles se refléter sur l'océan, j'ai écrit dans mon journal les mots qui allaient devenir ma philosophie de vie. Je ne regrette pas de les avoir aimés. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne doit jamais se pratiquer au prix de l'autodestruction. J'ai appris que le véritable amour pour les autres doit commencer par l'amour de soi et que protéger ma dignité n'était pas un acte d'égoïsme, mais de survie. J'ai fermé le journal et j'ai souri à l'horizon infini. À 67 ans, j'avais enfin appris à vivre pour moi. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais complètement heureuse.